Europe 1, il est 8h32, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, ça devrait rapporter, mais ça ne rapporte pas. L'opinion, prix du pétrole, où est passée la cagnotte? Où l'on se demande pourquoi la baisse de la facture énergétique de 1700 milliards de dollars pour les pays développés en 18 mois n'a eu aucun effet sur la croissance. Les Échos, comptes à l'étranger, les bonnes affaires du fisc. Là, ça va rapporter 2 milliards en 2016. Mais pour en faire quoi? Enfin, Libération nous parle du projet de loi sur la République numérique, liberté, égalité, Internet. On commence avec donc les frappes françaises en Syrie. Oui, le Figaro résume le problème en une. Syrie, la France cherche sa place entre la Russie et les États-Unis. C'est à peu près le diagnostic de tous les éditorialistes ce matin. L'annonce des premiers bombardements aériens suffira-t-elle à masquer la panne diplomatique française sur un dossier où elle fut longtemps en première ligne de l'opposition à Bachar el-Assad, se demande Dominique Garot, dans la Charente libre. Dans l'Alsace, Raymond Courreau est beaucoup plus sévère. Militairement parlant, écrit-il, le gouvernement veut encore nous faire croire à l'indépendance de la France. En fait, tous constatent l'entêtement français et l'aveuglement des Occidentaux qui, paradoxalement, placent Vladimir Poutine au centre du jeu diplomatique. Le Kremlin, écrit Libération, est désormais d'autant plus incontournable qu'il était jusqu'ici le seul à même de parler avec toutes les parties, aussi bien avec le régime qu'avec l'Iran, mais aussi avec les monarchies arabes ou Israël. Alors quelques frappes suffiront-elles à faire oublier que la France, elle, a décidé pendant si longtemps de ne parler à personne? Vous nous emmenez en Catalogne? Oui, Vous nous emmenez en Catalogne, j'avais pas ouvert mon micro, qui était encore en Espagne ce matin. Exactement, encore ce matin. Mais la France ne semble plus comprendre les enjeux géostratégiques, mais elle ne comprend pas non plus les reconfigurations régionales. Parmi les très nombreux articles sur la victoire des indépendantistes catalans, il en est un seul qui permet de comprendre à peu près ce qui se passe chez nos voisins. On le trouve sur le site slate.fr sous le titre « Pourquoi ne pige-t-on rien à l'indépendantisme catalan ?» Alors, premier point essentiel, nous explique l'article, les Français associent systématiquement les revendications identitaires et l'ancrage à droite. Rien de tout cela dans une Espagne où c'est au contraire le franquisme qui a voulu imposer l'uniformisation centralisée. Il existe un identitarisme de gauche. Deuxième point, le mouvement catalan n'est pas seulement identitaire, ne serait-ce que parce que 21% des étrangers vivant en Espagne se trouvent en Catalogne et qu'il est hors de question pour les indépendantistes de les rejeter. Laura Guillain souligne les différences historiques qui nous interdisent de percevoir la nature même de ce mouvement indépendantiste. On pourrait y ajouter nos propres problématiques identitaires qui virent en ce moment à la guerre de tranchées idéologiques. Une querelle d'intello à présent. Mais oui, justement, querelle idéologique. La guerre ouverte depuis déjà 2 semaines dans le monde intellectuel se poursuit en une du Monde. Le titre, les polémistes vont-ils prendre la place des hommes politiques? Alors le simple choix du terme polémiste pour désigner aussi bien Éric Zemmour que Michel Onfray, Alain Finkielkraut ou Michel Houellebecq suffit à comprendre la position du Monde. On y ajoutera d'ailleurs l'interview de l'historien britannique Sudhir Hazare Singh, qui est d'ailleurs également interrogé sur une pleine page dans le très libéral journal L'Opinion, sur le même thème, avec visiblement le même message à faire passer. Donc le repli de la pensée française, le danger qu'il y aurait à poser la question de l'identité et la progression en France des thèses réactionnaires et antimodernes. Le Monde publie aussi des tribunes, celle de Geoffroy de la Gannerie et Édouard Louis, nous expliquant que le débat serait dominé par des idéologues populistes, islamophobes, misogynes, xénophobes, homophobes et même antisémites. Celle de Romain Goupil, nous expliquant que la France devient un pays de cauchemar à l'idéologie rance et moisie. Et puis il y a celle de Jean-François Kahn, qui se demande face à cela qui exactement fait le jeu du FN. Est-ce que ce ne serait pas plutôt, dit-il, ceux qui ont pendant des années refusé les résultats des référendums qui laissaient s'exprimer les peuples, soutenu des expéditions douteuses en Irak ou en Libye, renié les promesses politiques faites aux salariés et chassé à coups d'excommunication les déviations et les dérives. S'il y a des dérives droitières, conclut Jean-François Kahn, eh bien elle est aussi le fait des éditorialistes du Monde qui applaudissent au tournant libéral de la gauche. Voilà un débat qui revient comme la marée, celui des 35 heures. Mais oui, justement, le Parisien réveille d'ailleurs cette question sociale effacée par les chasses aux sorcières idéologiques. Smart relance la lutte des classes. Alors le journal nous parle du vote en faveur du retour aux 39 heures chez les salariés d'une usine Smart de Moselle. Sans conséquence, puisque les syndicats ont d'ores et déjà refusé l'accord. Mais le but était de prouver que les salariés, eux, y étaient favorables. Sauf qu'à lire les témoignages, un mot transparaît. La peur. La peur des lendemains qui déchantent, écrit Erwan Benezet, d'une baisse de la compétitivité et d'une possible délocalisation. Le journal plaide pour une refonte complète du Code du travail qui ferait consensus, selon lui.
On peut penser en effet que les 35 heures furent une décision désastreuse. Pour autant, les salariés qui acceptent d'y renoncer sous le coup de la peur face à un monde qui leur échappe risquent bien de transformer un jour leur peur en colère. On termine avec un anniversaire ? Mais oui, c'est le 13 décembre 1945. Un presque anniversaire. Oui, il y a bientôt 70 ans, mais on prépare les anniversaires un peu à l'avance en France. Il y a des commémorations. Donc, eh bien, que se passait-il ce 13 décembre 1945 ? Marthe Richard déposait devant le conseil municipal de Paris son projet de fermeture des maisons closes. D'où la floraison de hors-série et de numéros spéciaux consacrés au lupanar. Voilà, alors celui du magazine Historia remonte à l'Antiquité. C'est passionnant, il nous raconte des siècles d'hypocrisie, de fantasme, de puritanisme. On y trouve aussi le portrait de ces courtisanes à la vie totalement rocambolesque, la belle Otero par exemple, qui alimentait la presse people du 19e siècle. Et d'ailleurs, c'était un fonctionnement chez elle. Aujourd'hui, on appellerait ça des hit girls, mais à cette époque-là, eh bien, les journalistes étaient complices et d'ailleurs profitaient aussi un petit peu. Bon, enfin pourtant, il faut lire en même temps en parallèle les très sérieuses pages santé du Figaro. Oui, parce qu'elles rendent compte d'une étude médicale qui démontre que si faire l'amour après un infarctus a tendance à diminuer les risques de nouveaux troubles du cœur, ça c'est rassurant, c'est formidable, eh bien les accidents cardiaques, eux, ont lieu majoritairement lors d'aventures extra-conjugales. Mais oui, c'est une leçon à méditer. La fidélité aux engagements, c'est bon pour la santé. La tromperie, c'est très dangereux. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain.